Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Karine Duplessis, je suis journaliste en vin, j'écris dans la presse, vous pouvez m'entendre à Radio-Canada. Et ce soir, on prend un verre live avec Pascal Marchand. Pascal Marchand, si vous aimez le vin au Québec, si vous êtes surtout un amateur de Pinot Noir, c'est certainement un nom que vous connaissez. Pascal, c'est un Québécois, il est né ici et il est allé s'installer en Bourgogne. Il a appris le vin là-bas et finalement, de fil en aiguille, il s'est installé, il a fait du vin là-bas et c'est de là qu'on va le retrouver. Il va nous partager son histoire, une histoire qui est bien connue, mais peut-être que vous le connaissez pas. Alors, il va nous raconter son histoire et j'avais envie, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime les cartes. Alors, je vous présente une petite carte. Son domaine, il est à Nuits-Saint-Georges. Alors, vous allez voir, au nord, tout près de Dijon. Et là, on le retrouve chez lui parce qu'il est tard, il est 23 heures. Alors, je déclare l'apéro au Québec, mais aussi en Bourgogne ouvert. Pascal, rejoignez-nous. Je vous rejoins pour votre apéro. Ça me fait plaisir d'être avec vous. L'apéro est parti. Merci, Pascal. Santé. Santé. Et puis, je le disais sur les réseaux sociaux, on devait se voir il y a à peu près un mois et puis, tout a basculé rapidement avec le contexte qu'on vit. Alors, maintenant, on se voit avec les médias. Voilà, on s'adapte. On s'adapte, exactement. Pascal, ça fait longtemps que tu es installé là-bas, plus de 30 ans. La Bourgogne s'est rendue ta maison. Oui. Depuis, la première fois que je suis venu en Bourgogne, c'était en 1983. Et en 1985, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le domaine du Contormant à Pommard. Et oui, tout de suite, quand je suis arrivé en Bourgogne, j'étais comme happé par la Bourgogne. J'étais, l'étrange sensation d'avoir déjà été là avant. C'est incroyable parce qu'au départ, t'allais pas du tout, ta vie, tu la voyais pas comme un vinificateur, un viticulteur. C'est pas là du tout que le chemin, en tout cas, que tu pensais que le chemin allait t'amener. Donc, je pensais je pensais écrire. Et voilà, je suis devenu vigneron, mais assez vite dans ma vie quand même, parce que je me suis inscrit à l'école des vins à Beaune en 1984, j'avais 22 ans. Alors, assez jeune à ce moment-là. Et je voulais, je te parlais plus tôt et je te disais, pourquoi la Bourgogne? Parce que tu sais autant que moi, le monde du vin, la planète viticole, elle est vaste. Alors, avec ton talent, avec ton amour du vin, avec tes connaissances, tu aurais pu finalement plier bagage et aller faire du vin partout dans le monde. Pourquoi la Bourgogne t'a appelé? Il y avait déjà le fait que j'ai grandi dans une famille très francophile, donc la France m'attirait beaucoup. Comme je disais, je voulais écrire, donc je voulais approfondir la langue française, donc et tout. Et puis, je sais pas, quand j'ai décidé de venir en Bourgogne à l'époque, je suis venu faire les vendanges en 1983 avec un groupe d'amis, et il n'y avait pas un autre endroit où on voulait aller. On voulait absolument venir en Bourgogne. On avait le choix d'aller soit en Champagne, soit à Bordeaux, mais on voulait vraiment venir en Bourgogne. Et après, quand j'ai décidé de faire le cours de vin, je sais pas, je me voyais pas autrement, je me voyais pas ailleurs qu'en Bourgogne pour faire ça, parce que je sais pas, la Bourgogne, il y a quand même quelque chose que j'ai ressenti ici. J'ai ressenti au début du Moyen Âge, c'était quand même le centre de notre monde. Et d'ailleurs, la région viticole telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça vient de là. Et le fait que ça soit le centre du monde, il y avait le vin déjà à cette époque-là, qui faisait partie de l'environnement de la Bourgogne. Parce que on fait du Pinot Noir, les vins de Bourgogne, ils sont admirés, ils sont aimés, les tiens entre autres, mais partout sur la planète, on parle des vins de Bourgogne. Et c'est vrai que quand on est au Québec, on a accès à des vins de partout. Et parfois la question se pose finalement, pourquoi finalement on paierait aussi cher pour un vin de Bourgogne? Parce que on peut faire du bon vin partout. Et c'est ce que je te racontais pour avoir remis les pieds là il y a à peine un mois. C'est vrai que ça frappe à quel point le terroir, c'est tout finalement en Bourgogne.
Ben, et ça vient justement de ces fameux moines du début du Moyen Âge qui contrôlaient la politique européenne et mondiale et qui ont développé cette notion de terroir parce que le pinot noir vient d'ici. Ouais. Et ils ont eu une vision qu'on pourrait pas avoir de nos jours, hein, de développer une région sur essentiellement 2 cépages avec une multitude de vins différents, parce que nous, par exemple, on produit 180 000 bouteilles de vin à peu près par année, et tout ça se divise sur un peu sur une cinquantaine de vins différents. Donc, il y a qu'en Bourgogne qu'on peut faire ce genre de folie. Et plus on monte dans la hiérarchie des vins, ben, plus l'endroit est spécifique. Et c'est étonnant de voir que les plus grands terroirs ont été découverts il y a plus de 1000 ans. Ouais, c'est complètement fou. Il y a d'autres terroirs qui t'ont intéressé, dont l'Australie. C'est peut-être pas l'Australie. Ben, il n'y a pas d'Australie parce que j'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir m'impliquer dans des projets qui s'articulent autour du Pinot Noir dans plusieurs régions de la planète. Une des régions dont je suis très fier, c'est Niagara. J'ai participé à la création du Clos Jordan. Après, j'ai aidé ce qui est devenu maintenant mon associé, la Taz Winery. J'ai fait beaucoup de conseils chez eux, mais aussi en Californie, au Chili, en Argentine, en Australie. J'oublie justement un endroit là, mais et voilà. Et j'ai décidé de continuer à faire du vin en Australie. Disons que en Bourgogne, c'est à la fois de faire du vin en Bourgogne, on bénéficie de cet héritage qui est là depuis. On est même responsable de ça. C'est quand on cultive des parcelles de grands crus, même quand on fait du vin en Bourgogne, on est vraiment, on s'inscrit vraiment dans un héritage. Mais j'avais envie aussi de pouvoir amener la manière dont on fait le vin en Bourgogne, elle est finalement, c'est la plus simple. Vraiment, on porte la plus grande partie du travail, c'est dans la vigne, et après, on fait les vins vraiment le plus simplement possible, avec le moins d'intervention possible, le moins de technique possible, ce qui est devenu depuis très à la mode. Et la meilleure manière de révéler l'originalité d'un endroit, c'est de faire des vins comme ça. C'est fascinant. C'est sans rien ajouter finalement là. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que en Bourgogne, on a su révéler ces terroirs-là. Et puis quand on va faire du vin, et les pinots noirs qui sont faits ailleurs sur la planète, révèlent vraiment d'autres facettes. Ils sont assez différents des vins de Bourgogne, souvent. Et pour tout ça parce que chaque terroir, chaque endroit est différent. Il y a très peu d'endroits argilo-calcaires comme on en a en Bourgogne. Il y en a un, c'est quand même en Ontario, et puis Niagara, et en plus c'est une région froide, donc il y a quand même, je trouve que dans toutes les régions viticoles du monde, peut-être celle qui donne dans des régions viticoles du Nouveau Monde, celle la plus proche finalement de Bourgogne, c'est peut-être Niagara. Ouais. Ou finalement, comme tu disais, ton associé et puis au Québec, on connaît bien parce qu'on aime Niagara et puis c'est vrai que Taz, on est toujours bien reçus, là-bas. Alors, mais ça me répond pas toujours en Australie. Il fait chaud. On a vraiment cette image des vins australiens. L'Australie, c'est un continent qui est quand même assez diversifié. Et là où on est, c'est en Australie occidentale, donc en Australie. Mais on est donc il y a la région viticole de Margaret River qui est très connue. Mais là où on fait les vins, nous, c'est pas à Margaret River, c'est dans le Great Southern. C'est pas sur la côte de l'océan Indien, c'est sur la côte de l'océan austral. Donc on est sous l'influence d'un courant froid qui vient de l'Antarctique. Et les vignes sont à peu près à 30 km de la côte. C'est la exposé nord, là, bien sûr, parce que c'est inversé. Et donc, c'est les premières petites montagnes, la première aspérité de terrain de la côte. Donc, on a
on a vraiment cette réponse compétitive. Donc, on est sur un coin assez frais. Wow! On est sur un coin assez frais. On en a parfois au Québec, on a plein de thé vins qui partent rapidement, mais là, on a encore bien dans le réseau Joie de Vigne. D'abord, j'aime le nom. Je trouve que dans le contexte émotionnel qu'on vit en ce moment, Joie de Vigne, ça dit tout. Veux-tu nous en parler? C'est un vin qui est un peu différent des autres qu'on peut voir d'abord par l'étiquette, mais d'abord aussi par la façon dont il est fait. Voilà, donc il y a beaucoup de choses différentes dans le Joie de Vigne. Ben, déjà, le fait qu'il porte un nom comme ça. Ouais. Le baptême, c'est vraiment la cuvée Joie de Vigne. Il est bon, déjà, je trouve là l'objectif, c'est parce que c'est vraiment un vin qu'on a créé. C'est un vin que j'aurais jamais pensé faire, on va dire. C'est vrai? Ah oui, parce que bon, c'est le seul vin qu'on fait qui n'est pas élevé en fût, qui n'est pas élevé sous bois. Et en discutant avec à la fois des partenaires de BFM, l'agence, et aussi en Californie, on m'a demandé de faire un vin très fruité, un petit peu moins cher. Ben c'est là que j'ai eu l'idée de Joie de Vigne. Donc, c'est un vin, c'est très représentatif de l'ensemble de la Bourgogne. Il y a 20% des raisins qui viennent de la Côte de Nuits, 30% des raisins qui viennent de la Côte de Beaune et 50% des raisins qui viennent de la Côte chalonnaise. Ah, alors ça, on retourne à la carte. Si tu prends ta carte, voilà. Alors, 20% au nord, 20% au nord, autour de Beaune 30, c'est ça? Ouais, et voilà. Juste au sud, donc dans la côte chalonnaise, 50%, c'est 50%, ça? Voilà. C'est vrai que beaucoup de raisins du sud. Donc ça, c'est l'assemblage peut varier un peu en fonction des millésimes, mais là, je vous parle de 2018, mais bon, il y a toujours de ces trois composantes-là. Et comme je disais, c'est élevé, une grande partie en cuve inox, une petite partie en foudre en bois. Et c'est élevé pendant 10 mois. 10 mois d'élevage. Et c'est mis en bouteille après. Par contre, c'est 100% engrappé. C'est fait comme on fait nos autres vins, c'est-à-dire on fait très peu d'informations. C'est pas collé, c'est pas filtré. Et l'objectif, là, c'est vraiment d'avoir une bombe de fruits. Et sur une usine comme 2018, ça marche super bien. Et d'être gourmand, hein, c'est vraiment... c'est un vin qui a beaucoup de buvabilité, qui est très gourmand, et je disais et donc, moi, c'est un vin aussi qui est fait pour vraiment être bu tout de suite. Alors que dans mon imaginaire de vin, pour moi, j'avais toujours en tête de faire des vins une fois qu'ils sont mis en bouteille, des systèmes un petit peu d'élevage. C'est pour ça que je disais que c'est un vin qui fait partie de mon évolution de vinificateur Santé, Pascal, je trouve que juste au nez, déjà, on a beaucoup de plaisir. C'est ce genre de vin qui, déjà, il nous parle, là, sans même qu'on l'ait goûté. Il y a des choses à dire, je trouve, déjà au nez, plein de petits fruits. On a plein de fleurs, mais tu sais, vraiment, c'est un nez qui est invitant. Je sais pas ta bouteille chez toi, mais chez moi, même si on a un temps vraiment ordinaire, là, il pleut, tout ça, des fois, ça peut jouer sur les vins, mais là, j'ai envie de dire, il y a envie d'être dans le printemps, là. Moi, ma bouteille, elle fait moins de kilomètres que la tienne, mais non, mais c'est pareil, c'est pareil, ça change. Ici, la pression atmosphérique est un petit peu baissée, là, mais bon, le vin, ça goûte superbement bien. J'ai pas regardé dans le calendrier biodynamique quel genre de jour qu'on était aujourd'hui. Parce que Pascal aussi, en Bourgogne, je l'ai pas mentionné dans mon introduction, puis on l'a pas abordé, mais la biodynamie, pour toi, c'est, j'ai envie de dire, quel mot je pourrais utiliser? Pas un dossier, pas une croyance, mais une pratique qui te tient à cœur depuis longtemps.
depuis presque le départ, et je pense que je pourrais même dire que j'aurais pas rencontré la biodynamie. Je pense que j'aurais pas continué à faire du vin. C'est vrai? Ouais, parce que j'étais vraiment pas à l'aise au départ. Quand je suis allé à l'école, à l'époque, à l'école, on apprenait que l'agriculture conventionnelle avec la liste des maladies, la liste des produits chimiques pour traiter les maladies. Et j'avais l'impression que la relation avec la nature, c'était à travers des représentants de grosses boîtes phytosanitaires qui essayaient de me refourguer, là. Enfin, et la biodynamie, moi, ça m'a appris à tout simplement comprendre, observer la nature, déjà l'observer, comprendre les rythmes qu'il y a dans la nature, travailler avec ça. Et des choses basiques que moi, étant un gars de la ville, j'avais peut-être pas aussi ancré en moi que d'autres personnes qui sont nées au milieu d'un rang de ligue ont en eux, quoi. Enfin, moi, ça m'a appris des choses, ça m'a permis d'acquérir plus d'indépendance et de comprendre plus ce que je faisais et de travailler avec les forces de la nature plutôt qu'essayer de les contrôler. Puis aujourd'hui, ben, on en entend beaucoup plus parler. C'est, disons, c'est pas toujours écrit sur la bouteille, mais... Non, nous, on l'écrit pas, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais comme on parlait d'entrée de jeu, je te posais des questions sur les gelées, et puis tout de suite, tu savais dans le calendrier, il faut faire attention jusqu'à la mi-mai, tu me racontais. Donc, quand on pratique la biodynamie, on est très sensible justement au mouvement de la planète, au calendrier lunaire, tout ça qui est très, très important là, dans les pratiques. Ben, puis on apprend des choses que les paysans, avec lesquelles les paysans ont travaillé pendant plusieurs siècles et qui avaient tendance à disparaître avec l'arrivée de l'agrochimie. Donc, c'est pour ça que c'est important. Oui, tout à fait. J'ai quelqu'un qui nous écrit, Stéphane Hopp, qui nous pose la question. Ah, c'est mon cousin! Hey, alors, bonjour Stéphane qui nous écoute. Stéphane pose la question, pourquoi les taux d'alcool sur les vins de Bourgogne sont souvent moins élevés qu'ailleurs? Est-ce que tu veux répondre? Pourquoi il y a moins d'alcool? Parce que la Bourgogne est une région septentrionale. On n'est pas une région comme méditerranéenne et le pinot noir est un cépage qui mûrit assez vite et en Bourgogne il y a un équilibre superbe justement entre la température et le temps qu'il fait et la maturité du pinot noir. Il y a vraiment cet équilibre parfait qui fait que souvent au moment de la récolte, même dans des années chaudes, comme c'est le cas pour le 2018 qu'on goûte, là, c'est une année chaude, le vin reste, on a pu quand même faire un vin à 13 degrés. Et 2018, c'est une année où on a battu des records de température, c'est une année vraiment très, très chaude. Donc c'est vraiment la preuve que le Pinot Noir est dans un parfait équilibre. Ouais, ils avaient compris ça il y a environ 1000 ans. Oui. Pascal, merci beaucoup d'avoir pris l'apéro très tard chez vous, mais l'apéro parfait pour nous, vraiment un beau mardi. J'ai hâte que les terrasses soient ouvertes pour qu'on puisse déboucher cette bouteille-là avec les amis sur la terrasse. Ce sera une joie de vigne. Merci énormément. Et à la maison, revenez-nous jeudi. On va voir on rencontre un producteur québécois du domaine du Nival, tout près de Saint-Hyacinthe, Pascal. Mathieu Beauchemin sera avec nous et on va pas boire un vin, on va boire un cidre. Alors, c'est un rendez-vous jeudi. Merci, Pascal. Santé, merci. Salut, Karine. Ciao, santé.